délivrés à Montpellier, sur à la Istres, nationale encore à 104, Perpignan. à l'est Sur de le Paris. front des incendies, le renforcement du vent a compliqué le travail des pompiers dans la Drôme, On se mais aussi dirige dans vers les la Pyrénées-Orientales, et notamment sur le secteur d'Illy-sur-Tête, où un incendie a déjà parcouru quelques 5000 hectares en 4 jours. Benjamin Illy a pu suivre les pompiers en pleine intervention. Voici son reportage avec Benjamin Thiou. Par contre, on va peut-être garder la lance avec nous quand même. Le décor est impressionnant. On est sur les hauteurs de Illy-sur-Tête, l'une des communes les plus touchées par l'incendie, et c'est un paysage de cendres, des pans entiers de collines noircies, ravagées par les flammes. On va aller s'alimenter sur le lac d'Ille. On voit aussi des habitations détruites. Beaucoup ont été sauvés. Droit devant nous, là, une équipe de pompiers qui est en train d'arroser minutieusement une pente. La chaleur est accablante. Là, c'est dangereux. On voit sur leur visage, les pompiers sont épuisés. Alors, comment vous voulez qu'on procède? Vous posez des questions, je réponds. Présentez-vous, s'il vous plaît. Lieutenant Allom, je dis Zoloise, je suis venu avec la colonne de renfort de la zone nord. Alors là, on est en train de procéder au noyage des zones brûlées pour éviter toute reprise de feu. Traitement des lisières, traitement des fumerolles. On a également des équipes drones qui ont des caméras thermiques, donc qui peuvent nous guider, nous orienter. Aujourd'hui, on sait que le vent va se lever, donc c'est une journée décisive. Donc c'est un travail de longue haleine aussi, mais un travail nécessaire pour éviter justement toute reprise de feu dans les jours à venir. Vous auriez un mot pour décrire le paysage? Le paysage, alors je connaissais un petit peu les Pyrénées-Orientales pour y venir en vacances. Et là, je trouve que c'est vraiment dramatique, c'est un paysage lunaire. Le bruit que vous entendez, c'est celui de chars venus de Corse, les sapeurs-pompiers de Haute-Corse. C'est bon pour vous? Ils sont là en renfort. C'est bon Philippe, vas-y, tranquille. Alors moi je suis le capitaine Stéphane Guérard et ici je suis le chef de détachement des ELP, des engins lourds polyvalents du service d'incendie et de secours de Haute-Corse. Des engins qui sont quand même assez rapides, qui peuvent évoluer dans les zones brûlées pour arriver jusqu'aux lisières, aux parties vertes. Et ça nous permet d'être rapide et efficace. Les SAM blindés, ce sont des blindés qui au départ sont sortis pour la guerre du Vietnam. Ce sont des transports de troupes que le service incendie de Haute-Corse a fait transformer en camion citerne sur chenille. Là, il va dans la rivière carrément. Là, il traverse, oui, parce que un camion ne traverserait pas là, quoi. Là, on asperge de l'eau pour justement refroidir toute cette partie-là. Voilà, et même si le feu n'avance plus, donc, de gros moyens restent engagés sur le terrain pour éviter absolument que l'incendie reprenne de la force. 850 pompiers sont toujours mobilisés, car le feu, officiellement, n'est toujours pas fixé. Dans 600 mètres, utilisez les deux voies de droite pour prendre la sortie 13 en direction de Marne-la-Vallée. Il y avec Benjamin Thiou pour les moyens techniques. Direction maintenant Pralognan, la Vanoise en Savoie, là où un jeune sapeur-pompier de 22 ans a perdu la vie ce matin en luttant contre un incendie qui a des conséquences sur la vie justement de cette commune de Pralognan, la Vanoise, très fréquentée par les touristes l'été. En raison de cet incendie, la route d'accès à Pralognan, la Vanoise est coupée. Les gens resteront bloqués sur place. Continuez pendant 1,5 km. La maire de Pralognan, la Vanoise. Oui, effectivement, la station de Pralognan, qui est une station réputée en été, bloquée, c'est un grand mot, parce que malgré tout, Pralognan, il y a une vie. Donc, effectivement, la route départementale est fermée actuellement par rapport à cet incendie, mais aujourd'hui, on arrive à gérer et à... Dans 200 mètres, prendre la sortie en direction de D499. Prendre la sortie en direction de D499. Continuez pendant 2 km. Avec les services de l'État pour rétablir la situation le plus rapidement possible. Donc, bloquer Il y a des travaux de construction sur la 4 dans le prochain kilomètre qui entraînent un ralentissement de 15 minutes. Vous empruntez toujours l'itinéraire le plus rapide. Effectivement, il y a des touristes qui sont là et qui profitent encore des bons moments et du paysage de Pralognan qui est toujours aussi agréable malgré la situation. On l'imagine bien. Quelle est exactement la situation, Martin? On arrive sur la A4. C'est pas si fréquent. Direction Paris. Des incendies dans des Nous sommes zones comme celle-là. le 8 juillet est assez
difficile, la sécheresse est très forte aussi dans le secteur. Mais effectivement, hein, de toute façon, on parle aujourd'hui de réchauffement, d'évolution. Dans 500 mètres, rejoindre A4. Elle est aussi en première ligne de ce changement. Et effectivement, on peut constater aujourd'hui que la sécheresse, elle touche aussi tout l'écosystème montagnard, avec des possibles incendies qui partent d'orage, hein, parce que là, on ne peut pas parler de terreur humaine ou choses comme ça. Hein. Ça part d'un orage et après, effectivement, hein, quand l'incendie est parti et qu'on est dans des secteurs relativement accidentés, très difficiles d'accès, la situation se complique un petit peu davantage. Donc voilà, en tout cas, on sait qu'aujourd'hui, tous les services sont mobilisés pour contenir ces Continuez sur A4 pendant 9 km. mettre en sécurité les personnes et les biens. Je crois que tout le monde est mobilisé dans les communes tout de suite limitrophes de celle du Planet, donc qui soit Moselle, qui soit donc le Planet qui est plus que mobilisé sur son secteur, et puis bien évidemment Pralognan qui fait aussi sa logistique pour que tout le monde trouve cet équilibre et qu'on arrive à vivre avec ces événements.
Pyrénées-Orientales sont plusieurs routes qui ont été coupées. C'est des impacts sur la distribution d'électricité et donc la distribution de l'eau potable. C'est également le cas en Savoie. Effectivement, on a par facilité, on se représente la lutte uniquement contre l'incendie, mais ce sont tous les dégâts que provoquent ces feux hors normes. On ne les appelle pas méga feux de par cette taille qui est importante, mais qui n'a pas encore atteint des dizaines de milliers d'hectares, mais qui ont fait des feux hors normes qui ont désormais un impact sur la vie de tous les jours et désormais sur le tourisme, puisqu'on parle de la Drôme, on parle de la Savoie, on parle des Pyrénées-Orientales. Ce sont des zones touristiques avec énormément d'afflux de population. Et ça va compliquer fortement la vie quotidienne de toutes ces populations. Par exemple, dans les Pyrénées-Orientales, un grand nombre était parti vers l'aide du département. Le retour ce soir a été très compliqué. Donc c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc à nouveau, on le répète, je profite de votre antenne pour le redire, la vigilance de tous les instants, vous le dites à travers un communiqué sur votre antenne, 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. Si on veut gagner cette lutte, il faut impérativement que la population progresse sur tous ces feux qu'on déclenche accidentellement par des mégots, par des travaux en extérieur, par des barbecues mal maîtrisés. Si on n'a pas la population de notre côté, la population doit devenir le premier pompier de France, le premier acteur de la sécurité. Ça doit impérativement passer par cette prise de conscience et surtout les comportements qui vont avec. Au moment où l'on se parle, quel est le taux d'engagement des sapeurs-pompiers de France dans cette lutte contre les incendies? Alors j'aurais du mal à vous le donner, sachant qu'on a effectivement une réserve théorique de 250 000 sapeurs-pompiers en France. À l'heure actuelle, il y en a plusieurs milliers d'engagés, mais au gré des rotations, au gré de la période qu'on a vécue précédemment avec la canicule et les feux précédents, il y a une usure qui s'installe, donc on a encore bien évidemment de la ressource, mais petit à petit, c'est cette période tend à durer, si les moyens aériens tendent à se raréfier, parce qu'eux aussi sont impactés mécaniquement sur cette période, la lutte va devenir vraiment très très compliquée et totalement inégale. Donc on a de la ressource humaine encore, mais je le redis, la lutte pourra se gagner, la guerre pourra se gagner si la population prend en compte et si vraiment on nous appelle pour des urgences vitales et si les comportements dont vous faites la publicité, dont l'ensemble des médias se font le relais, les réseaux sociaux, les préfectures, les conseils départementaux, si les concitoyens le suivent à la lettre, là on pourra vraiment espérer avoir des jours un petit peu plus calmes et des jours un peu meilleurs. Malheureusement, il y a un élément qu'on ne maîtrise pas, c'est la météo. Oui. Elle est totalement contre nous depuis de nombreux jours. Le lieutenant-colonel David Hanotel, représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Dans un instant, le Club Tour sur France Info. France Info, 20h minuit. D'abord l'essentiel, Thomas Bénèche, 22h48, l'armée américaine annonce ce soir avoir lancé de nouvelles frappes contre l'Iran. Oui, le but, affaiblir la capacité de Téhéran à cibler des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Plus tôt dans la journée, Donald Trump avait annoncé que son pays, les États-Unis, allait frapper l'Iran fortement cette nuit. Selon la préfecture, ce soir, la situation autour de l'incendie de Trévillac dans les Pyrénées-Orientales reste sous contrôle et ce malgré 6 reprises de feu. Cet incendie a toujours parcouru 4900 hectares, ça n'a pas bougé. Le parquet de Paris fait appel après la relaxe d'un animateur périscolaire d'une école maternelle dans le 11e arrondissement de Paris. Il avait été relaxé en première instance cette semaine. Cet animateur était poursuivi pour agression sexuelle sur 9 enfants âgés de 3 à 5 ans. La Cour de cassation rendra son arrêt au plus tard début avril 2027. Quant au pourvoi en cassation de Marine Le Pen après sa condamnation hier en appel dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du FN, un calendrier possible dévoilé aujourd'hui par la plus haute juridiction. Ce calendrier peut évoluer en fonction de facteurs extérieurs tels que le nombre de mémoires qui seront déposées par les avocats, ainsi que le nombre entre autres de prévenus qui vont se pourvoir en cassation dans ce dossier. France Info, le Club Tour, Fabrice Rigobert. Une victoire d'étape pour le néerlandais Olaf Koy, coéquipier de Paul Sexas à l'issue d'une très chaude journée avant le Tourmalet qui attend les grimpeurs demain. Julien Duby Sud-Ouest et Julien Morin le Dauphiné avec nous pour ce Club Tour France Info Sud-Ouest. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Sa présence sur le Tour n'était pas des plus évidentes ces dernières semaines jusqu'à ce que la direction sportive de Decathlon CMA CGM ne décide de miser aussi sur le sprint et pas seulement sur Paul Sexas. Appelez Hélène. Appelez Hélène. J'appelle Hélène.
Allô? Allô, oui? Oui. Hein? Je vais baisser la télé. Hein? Hein? Je sais plus quel numéro ils sont. Il va y avoir dans le bar. À un moment donné. Hein? Dans les villages, il y en a 10. Il y aura Dame Bar. Vous connaissez Dame Bar? J'entends rien, ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis? Je regarde l'émission, le village préféré des Français. Oui, et alors? Il y en a 10. Hein? Il y en a 10. Ouais. Elles sont pas mangées. Mais parle plus fort, on n'entend rien. Il faut pas faire autrement, c'est donc une leçon. Mais tu articules pas. Tu articules pas. C'est ce que je dis lorsque c'est énervant. J'ai dit bien qu'on va arriver à Dame Bar. Ouais, grâce, ouais. Dame Bar. Ouais. Tu vas penser. Je sais pas, j'ai entendu, tu particules pas, on n'entend rien. Quand on va vers Célestin, on est passé à Dame Bar. Ah oui, dans le bar, bah oui, dans le bar, oui, dans le bar, oui, dans le bar. Ouais. Alors là, ils y sont pas encore. Hein. Donc, il va être bien classé. Ouais. Pour sauver le nouveau, hein. Hein? T'es déjà à Paris? Ben, j'arrive à Paris, il y a un bouchon sur la A4. Ouais. C'est pas des chaud, hein. Ouais, là, il fait 28 degrés. Combien 26? 28? Ouais, je sais pas, tu es à 11 ans du soir? Ouais. Ouais, ça fait beaucoup, hein. Ouais. Je vais aller à se sur la veste sans manche de toi. Ah ouais? Mais je sais pas où. Je sais pas où il y a un truc, je te dis, il n'y en a pas. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Parce que je t'ai dit, j'ai fait ça, puis après-midi, je suis allé dans le journal. Ouais. Je sais pas, une spéciale, je n'ai rien d'intéressant chez moi. Ouais. Bon, Bon, à demain. à demain. Donc on est le 8 juillet 2026, il est 22h55.
sympathique et j'ai vraiment aimé et je suis impatient d'être demain. En termes de résultats, je me suis pas fixé d'objectifs précis. Franchement, je vais essayer de voir au fil des jours comment ma forme évolue, comme j'ai dit, et puis voir quelles sont mes capacités et puis voilà. Bon allez, Julien Morin, on oublie le scénario catastrophe, même s'il peut arriver, de Julien Duby. Et puis on se dit que Paul Sexas sera peut-être dans la roue ou quelques secondes devant Tadej Pogačar dans cette étape-là. A priori, il n'a pas prévu forcément d'attaquer sur, en tout cas, ce début de Tour de France. C'est ce qu'il a dit et c'est ce qu'il a répété, qu'il est là pour viser le meilleur classement général possible et sans forcément jouer un maillot blanc ou des victoires d'étape. Donc est-ce qu'on verra partir Paul Sexas dans le Tourmalet par exemple? J'en doute un petit peu. Est-ce qu'on le verra suivre Tadej Pogačar? On l'espère tous. Et puis son équipe, elle a déjà gagné une étape, donc elle n'a plus rien à faire. Elle a rempli l'un de ses objectifs, Julien Duby. Oui, non, ouais, ça pour... je sais pas s'il y a une histoire de pression là-dedans, parce que je pense que Paul Sexas fait sa course et à mon avis se préoccupe assez peu d'Olafskoy. En revanche, il y a une vraie excitation, c'est vrai, à voir ce que va faire Sexas. Depuis le début de l'année, c'est le seul coureur. C'est le seul coureur qui a réussi à prendre la roue de Tadej Pogačar. C'était dans la Redoute. Tout le monde du vélo a été impressionné ce jour-là par ce qu'il a fait. Et on attend de savoir s'il est capable de le refaire. Et si jamais il arrive à prendre la roue de Tadej Pogačar comme il l'a fait dans la Redoute, là, le Tour de France va basculer dans quelque chose de différent. Parce que forcément, on va se prendre à rêver. Rendez-vous est pris demain. Julien Duby, Sud-Ouest, Julien Morin, le Dauphiné dans le Club Tour France Info Sud-Ouest. Le départ de cette 6e étape sera donné demain à 12h25. Eh bien, rendez-vous demain, bien sûr, en direct sur France Info. Merci à vous, Fabrice Rigobert. France Info Météo, avec les mentions bac CIC. Félicitez tous les bacheliers qui ont obtenu une mention. C'est ça construire pour que le monde bouge. Laurence Dezélé. Toujours beaucoup de chaleur demain. Au lever du jour, nous aurons des entrées maritimes sur le sud de l'Aquitaine et la Côte d'Azur. Partout ailleurs, un ciel dégagé entre 14 et 18 degrés du nord du Grand Est au littoral de la Manche. 18 à 22 degrés en général et 24 à 26 degrés déjà dans la basse vallée du Rhône et le Roussillon. L'après-midi, des nuages vont arriver sur le nord-ouest, des Pays de la Loire et de l'Est-Bretagne jusqu'à la basse Normandie. Quelques pluies sont possibles localement. De nouvelles averses orageuses probablement sur les Pyrénées. Le Mistral et la Tramontane vont encore souffler à 40-50 km/h dans le sud. Côté température, on attend 30 degrés à Avranches, 32 à Douai, 31 à Colmar, 35 à Paris, 28 à Biarritz, 40 à Perpignan et 30 degrés à Nice. Laurence Dezélé, excellente soirée à l'écoute de France Info, il est 23h01. Bonsoir Stéphane Miller. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la une, les pompiers qui ont toujours bien du mal à venir à bout des incendies. Et notamment dans la Drôme près de Die, 500 enfants de colonies de vacances ont été évacués hier soir. Leurs parents sont venus les chercher aujourd'hui après une nuit passée dans un gymnase. Marine Le Pen, condamnée mais candidate, la chef de file du Rassemblement National a lancé aujourd'hui avec Jordan Bardella sa campagne présidentielle sur un marché de la Sarthe. Une visite perturbée par des opposants et des cris. La situation au Moyen-Orient et l'armée américaine annonce ce soir avoir lancé de nouvelles frappes contre l'Iran, même si Donald Trump ne veut toujours pas entendre parler d'un retour de la guerre. Et puis nous verrons que la proposition de nomination du sénateur François-Noël Buffet au poste de défenseur des droits pose problème chez certains députés de gauche à cause de ses positions sur bon nombre de sujets de société. Et ce sont bientôt 8000 hectares de forêt de végétation qui auront brûlé en France, 7800 en 8 jours, et les plus grands sinistres sont toujours dans les Pyrénées-Orientales, avec depuis dimanche des milliers d'habitants et vacanciers évacués. Et puis dans la Drôme et les montagnes du Diois, il a fallu dès hier mettre en sécurité près de 500 enfants, Dylan Prieur, évacués de façon préventive jusqu'à Cré dans la vallée. Leurs parents sont venus les chercher il y a quelques heures. Élise arrive enfin sur le parking de l'espace Soubeyran à Cré. Elle a fait 3 heures de route depuis La Ciotat dans les Bouches-du-Rhône pour récupérer son fils. On sait ce que c'est d'être stocké dans un gymnase, si on peut en enlever un et puis éviter le stress. Nathanaël, 9 ans et demi, tient encore la main de sa maman. Sa colonie de vacances n'a duré que 2 jours au lieu de 2 semaines. Dès qu'on a commencé à voir la montagne qui brûlait, la montagne qui était devenue noire et tout, j'ai commencé à stresser. Après, il y a les animateurs et ils ont rassuré et tout. 350 enfants comme Louise ont dormi ici à Cré, 125 à Piégros-la-Claste.
une commune voisine. La nuit a été dure parce qu'on a dormi sur des lits militaires. On a attendu un petit moment pour avoir un sac de couchage. La moitié des lits n'en avait pas. Alors la solidarité s'est mise en place. 50 lits ont été prêtés par Valence Roman Aglo. Éric Escande, président de la Comcom du Crétois et du Pays de Saillant, a coordonné l'opération. En 1h30, il y avait les lits, des tables dehors pour préparer, des gens pour les accueillir. Le responsable de la Protec m'a dit on n'a jamais vu ça. Les responsables des colonies de vacances, eux, s'organisent pour être relogés dans d'autres sites. Dylan Prieur ici, Dromardèche, ex-France Bleu. Cet incendie de Die brûle depuis vendredi et une grande partie du département de la Drôme est ce soir en vigilance rouge pour pollution atmosphérique en raison des fumées dégagées. Parmi les mesures les plus immédiates de la préfète de la Drôme, il y a l'abaissement de la vitesse de 20 km/h sur les routes et les autoroutes. Un incendie de végétation dans le Cher, maintenant menacé un site de production d'armement classé Céveso. Oui, l'usine KNDS, mais la préfecture assure maintenant que tout risque est écarté. Une centaine d'habitants de Mortomier, la commune la plus proche, avait été évacuée à titre préventif. Le feu n'est pas totalement fixé. Il fait chaud, toujours chaud dans l'eau, il fait chaud également sur terre et 72 départements seront demain en vigilance orange canicule, 5 de plus qu'aujourd'hui, notamment dans les départements de la Haute-Marne et le Cantal. Ces fortes chaleurs et les incendies, on y revient dans un instant sur France Info. La politique maintenant est le premier déplacement de campagne pour Marine Le Pen. Comme prévu au lendemain de sa condamnation en appel, mais aussi l'annonce de cette candidature à la présidentielle. Cet épisode électoral, c'était à la Flèche dans la Sarthe et aux côtés de Jordan Bardella, une ville conquise par le RN lors des dernières municipales. Mais la sortie Hélène Terzian a été perturbée par des opposants. Oui, c'est au rythme des casseroles de manifestants insoumis écologistes que le duo arrive sur la place du marché. Pas de quoi déstabiliser Marine Le Pen et Jordan Bardella venus afficher leur unité. Mais la chef, c'est bien elle. La désormais quadruple candidate à la présidentielle fera campagne sans bracelet électronique pour le moment, le temps de son pourvoi en cassation. Je ne joue pas à la montre. Je suis une citoyenne qui use de ses droits et par conséquent, j'effectue un pourvoi car je suis innocente des faits qui me sont reprochés. À ses côtés, Jordan Bardella s'exprime pour la première fois depuis qu'il est de nouveau relégué officiellement à son rôle de potentiel Premier ministre. Mais c'est pas ni du soulagement ni de la déception, la campagne démarre et nous affrontons maintenant une échéance qui est une échéance électorale. Et donc moi je me réjouis que Marine puisse porter nos couleurs. Des marines présidentes répondent d'ailleurs aux marines en prison que l'on entend scander ici. Une ambiance de campagne redoutée par Thierry. Le problème c'est qu'elle est en jugement et c'est dommage, c'est que ça coûte pour Bardella. Donc j'aurais préféré. S'il voulait vraiment que le Front National passe, il aurait mieux fallu qu'elle lui donne un coup de main, mais pas qu'elle se présente. Une condamnation qu'elle risque de traîner selon lui comme un boulet. Ce déplacement a d'ailleurs été écourté à cause des manifestants. Voilà, les précisions signées Hélène Terzian sur France Info. L'avenir de Marine Le Pen se jouera aussi en cassation et la Cour pourrait se prononcer au plus tard début avril 2027. C'est la juridiction elle-même qui l'annonce. Ce délai fait reculer la perspective pour la candidate RN d'un port du bracelet électronique pour la campagne électorale. Il y a ce risque maintenant toujours grandissant d'une reprise du conflit au Moyen-Orient. L'armée américaine annonce avoir lancé de nouvelles frappes contre l'Iran après cette mise en garde de Donald Trump il y a quelques heures et depuis le sommet de l'OTAN. Réponse aux tirs des Iraniens en début de semaine sur au moins 3 pétroliers. Ils ont lancé des drones, un missile sur des bâtiments de la marine américaine. Ils étaient dans le détroit comme ils en avaient le droit. Nous avons donc frappé durement. Nous le referons sans doute ce soir, après les avoir avertis. Donc j'attends. Nous ne sommes pas contents de leurs actions. Il y a des discussions sur la dénucléarisation de l'Iran, c'est tout l'enjeu de la guerre. Nous sommes à la hauteur de Marne-la-Vallée. On parlera de ce sujet. Il ne s'agit pas de changement de régime, même si je pense qu'il y a eu un changement de régime, bien sûr, après avoir éliminé
X, ex-Twitter. Cette opération d'envergure, mobilisant une centaine de policiers. Dans 3 km, utilisez la voie de droite pour prendre la sortie 5 Le Perreux-sur-Marne pour N486 en direction de dans le quartier de la Villeneuve. La proposition de nomination du sénateur François-Noël Buffet au poste de défenseur des droits pose problème chez certains élus. Les 6 années de mandat de Claire Hédon s'achèvent. Aujourd'hui, Emmanuel Macron poursuit sa série de nominations à quelques mois de son départ d'Élysée. Mais à l'Assemblée, il y a ceux qui défendent cet ancien ministre des Outre-mer, élus les Républicains, et ceux à gauche qui sont en colère. Audrey Tison. Hugo Bernalicis de la France Insoumise n'en revient pas. Le signal est complètement mauvais. Il se souvient d'un François-Noël Buffet niant l'existence des contrôles au faciès, à l'encontre du rôle de défenseur des droits tel qu'appliqué jusqu'ici par Claire Hédon. C'est aussi la position de l'écologiste Benjamin Lucas. La défenseur des droits, elle s'est élevée contre les violences policières, contre les discriminations. Nous n'aurons pas ça avec M. Buffet, en face de nous, un idéologue de la droite radicalisée. Le socialiste Arthur Delaporte a une théorie. On assiste là à un renvoi d'ascenseur aux élus de droite qui ont validé récemment d'autres nominations de proches d'Emmanuel Macron. Évidemment qu'il y a un deal entre le Sénat et les macronistes, sinon ils ne peuvent pas faire valider leur nomination de nouveau poste. Les Républicains, eux, défendent le profil de François-Noël Buffet, tout comme Laurent Marcangeli, chef des députés Horizon. C'est un avocat de profession, un homme qui connaît le droit. Elle était notamment présidente de la commission des lois de la Haute Assemblée pendant plusieurs années. C'est un homme qui, la caricature, est un homme de modération, de pondération. Pour empêcher cette nomination, dans 800 mètres, utilisez la voie de droite pour prendre la sortie 5 Le Perreux-sur-Marne pour N486 en direction de Bobigny. Au vu des équilibres politiques. Audrey Tison du service politique de France Info, et ce sont maintenant les commissions des lois et d'autres chambres qui vont devoir trancher. Et puis un final marqué par des chutes et des cassures sur le Tour de France. Ce soir, c'est le néerlandais Olav Koy qui s'impose. Torstein le traîne. Utilisez la voie de droite pour prendre la sortie 5 Le Perreux-sur-Marne. Emmanuel Macron assistera demain à la 6e étape dans les Hautes-Pyrénées, dans la voiture du directeur de la course, Christian Prudhomme. Et avant, dans 200 mètres, utilisez la voie de droite pour prendre la bretelle N486 en direction de Fontenay. Merci. Utilisez la voie de droite pour prendre la bretelle N486. Ceci est un message du ministère de l'Intérieur. En période dans 200 mètres, prendre A86 vers A1, A15 légèrement à droite. 9 feux sur 10 sont liés à des activités humaines. Il est essentiel d'adopter les bons réflexes. Ne jetez pas vos mégots dans la nature ou par la fenêtre d'un véhicule. N'allumez pas de feu de barbecue à proximité de la végétation. Prendre A86 légèrement à droite. Susceptibles de produire des étincelles. Campez uniquement dans les lieux autorisés, sécurisés et protégés. Continuez sur A86 pendant 6 km. Respectez impérativement les consignes des autorités. Signalez tout départ de feu au 18 ou au 112 en indiquant sa localisation. Message du ministère de l'Intérieur. Nous sommes sur la A86. La canicule, la vague de chaleur gagne du terrain. 72 départements seront demain en vigilance orange. Encore signal GPS disponible. Recherche. Témoin suivre aussi la réunion du bureau politique du Rassemblement national aujourd'hui au lendemain de Marine Le Pen de candidater pour la 4e fois à l'élection présidentielle. Et puis nous verrons sur le classement des grandes fortunes sorties aujourd'hui dans le magazine Challenge. France Info. Vous en terminez. Julien Langlais. La vague de chaleur s'étend, la 3e vague en moins de 2 mois en France, avec 72 départements qui seront demain placés en vigilance orange canicule par Météo France. Olivier Aymon, la vigilance s'étend vers l'est. Oui, demain midi, les départements de l'Aube, de la Haute-Marne, de la Haute-Saône et du territoire de Belfort se rajouteront sur la carte de vigilance orange, tout comme le Cantal. 5 départements supplémentaires, donc sur cette carte, 72 départements tout en orange. Et Météo France prévient que cela risque encore de s'aggraver en fin de semaine. La preuve avec déjà quelques températures relevées cet après-midi. Signal GPS perdu. Le record absolu de température battu au Canet-Roussillon dans les Pyrénées-Orientales aujourd'hui avec 41,4 degrés. Record historique aussi à la station de Marignane dans les Bouches-du-Rhône qui atteint pour la première fois 40,5 degrés. D'autres zones battent le record mensuel pour un mois de juillet.
pointe du 8 à Montpellier comme à Perpignan, 40,6 dans les Bouches-du-Rhône. La température la plus élevée ce mercredi a été relevée à Moulay-Bossel, c'est Moulay-Rhône avec 43 degrés. Et ailleurs dans le Bouches-du-Nord, il fait également très chaud, 33-35 degrés sur tous ces départements en vigilance orange. Et puis il ne faut pas trop compter sur les nuits Olivier pour récupérer. Il a fait plus de 26 degrés à Perpignan la nuit dernière et c'est encore dans cette zone située entre la frontière espagnole, la vallée du Rhône et jusqu'à Marseille en gros que ces températures nocturnes sont et resteront la nuit prochaine au-dessus de 23 degrés de l'après-midi en France et jusqu'à 28 localement. Ça devrait baisser un peu la nuit. Olivier Hémon pour France Info. Cette chaleur s'accompagne d'une sécheresse qui complique évidemment le travail des sapeurs-pompiers, toujours mobilisés, notamment dans les Pyrénées-Orientales et dans la Drôme. Le risque d'incendie est encore très élevé aujourd'hui sur une grande partie du pourtour méditerranéen, dans les Bouches-du-Rhône. Il est même extrême par endroits, en risque mais aussi qui serait provoqué il y a le portail. Il y a un an encore, la maison d'une pinède achetée par ses arrière. Aujourd'hui, c'est un terrain à la guerre. C'est un Le feu est arrivé par la colline à la vitesse d'un homme qui court. Mireille aurait aimé sauver une photo de sa mère, mais tout est parti en cendres. La maison a dû être rasée, explique son mari Alain. Rien, c'était le retraité attend toujours l'indemnisation de l'assurance pour lancer la reconstruction, mais c'est une bataille d'experts. L'assurance du propriétaire de la voiture qui s'est enflammée sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute à quelques kilomètres d'ici. L'assurance des collectivités aussi qui n'ont pas bien débroussaillé le bord des routes, explique Alain. Depuis un an, tout est fait. On a encore besoin d'une réunion, on va le faire début juillet. Non, la réunion est plus début juillet, maintenant elle sera début août. Ça devient dur parce que on attend. À bientôt 80 ans, que les fonds en héritage se demandent le couple. Ils sont éblis depuis un an aux frais de l'assurance. 3 de leurs enfants ont aussi perdu une partie de leur maison dans les flammes. Dans le lotissement voisin où 9 maisons sur 10 sont brûlées, les travaux ont commencé chez Marie-Blanche. L'indemnité est tombée il y a un mois, mais elle ne prend pas en compte les nouveaux matériaux imposés désormais par le plan prévention incendie. Sur notre toiture, on a mis la plaque spéciale et des tuiles spéciales. On a calculé qu'on avait à peu près 9 000 € de surcoût. Et c'est pareil quand on va mettre les volets, 10 000 € de surcoût. Ça vide les comptables. Nous, on est retraités, on n'a pas Rothschild, on n'est pas super fortuné. Un peu plus bas dans le quartier, Coralie Boulangère nous accueille dans son appartement provisoire. Elle aussi attend la reconstruction de sa maison brûlée. Et en plus du casse-tête administratif, il y a une forme de culpabilité de ne pas avoir anticipé le risque en s'installant ici. À jamais, à aucun moment, on s'est dit que on pouvait descendre si bas pour être vraiment dans la ville comme ça. Maintenant, il se dit, il faut s'adapter. La planète se réchauffe, la végétation est cramée dès le mois de juin. Voilà, ce sont des conditions qui sont créées par le changement climatique. Et qu'est-ce qu'on fait vraiment pour s'équiper, pour lutter contre ça? Et pas grand-chose, j'ai l'impression. Les services de l'urbanisme lui ont dit, la question n'est pas de savoir si ça va recommencer, mais quand. S'ajoute à ce stress la colère d'une partie des sinistrés qui ne comprennent pas pourquoi les pompiers ont mis des heures à intervenir ici il y a un an. Une centaine de plaintes ont été déposées l'été dernier, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui. Reportage France Info à Marseille, signé Mathilde Vincent. À peine sa
la décision prise de se lancer dans une 4e campagne présidentielle. Marine Le Pen a fait un premier déplacement aujourd'hui à la Flèche dans la Sarthe avant de tenir une réunion cet après-midi avec tous les cadres du parti au siège du Rassemblement national. L'objectif, Pierrick Bonneau, c'est clairement de tourner la page du procès. Absolument, montrer que cette affaire qui empoisonne le RN depuis une décennie est derrière le parti, alors que c'est pourtant Marine Le Pen qui a décidé de ne pas y mettre un point final hier en annonçant qu'elle se pourvoyait en cassation, mais le trésorier Kevin Pfeffer veut aller de l'avant. On souhaite effectivement retourner la page, faire campagne, parler de fond, c'est ce que les Français veulent. Tout le monde est derrière Marine Le Pen et Jordan Bardella. On retrouve notre ticket gagnant qu'on voulait pour cette campagne présidentielle, et donc le ticket gagnant commence la campagne dès aujourd'hui et tout le mouvement suivra tout cet été. Autour de la table cet après-midi pour cette petite heure de réunion, Marine Le Pen, Jordan Bardella et les principaux cadres du parti, la plupart en visio. Objectif, selon le trésorier, les mobiliser sur cette campagne qui commence et qui se poursuivra tout cet été. Et ça va commencer dès ce week-end avec une campagne d'affichage. La première affiche de la campagne de Marine Le Pen, il y en aura d'autres. On y voit la patronne des députés du RN tout sourire, les bras écartés, le regard tourné vers le ciel. En bas de l'affiche, une nuée de drapeaux tricolores. En haut, ces quelques mots pour la France Renaissance. Notez également qu'une première réunion d'arbitrage sur le programme de cette campagne aura lieu la semaine prochaine. Il s'agit de définir les derniers grands axes de la campagne qui restaient en suspens dans l'attente du nom du candidat à la présidentielle, notamment l'épineuse question des retraites. Et est-ce qu'on en sait un peu plus sur les raisons de cette décision de Marine Le Pen ? Elle a été prise hier après-midi, cette décision, en 2 temps, juste après l'énoncé de l'arrêt de la Cour d'appel. D'abord, les journalistes sont priés de quitter la salle d'audience, mais Marine Le Pen reste à l'intérieur pendant de longues minutes. Les proches qui l'accompagnent, quelques députés et conseillers, ne peuvent pas lui parler, mais lui font passer un message. Maintenant qu'elle est éligible, il faut qu'elle se présente à la présidentielle. Ses avocats sont toujours autour d'elle et c'est là que l'idée de se pourvoir en cassation est mise sur la table. Marine Le Pen part pour le siège du parti où elle continuera d'échanger avec ses conseils avant de s'isoler avec Jordan Bardella. C'est là que la patronne des députés du RN informe le patron du parti de sa décision. Informée, c'est le bon terme, insiste un proche de Marine Le Pen, selon qui elle s'est décidée toute seule. Plusieurs réunions techniques ont ensuite eu lieu au siège du parti, notamment pour organiser les premiers jours de la campagne. Seuls quelques cadres sont mis dans la confidence, mais l'immense majorité des élus du RN apprendront la candidature de leur championne aux 20h à la télévision. La décision a été gardée secrète tout l'après-midi pour éviter les fuites dans la presse. Pierrick Bonneau du service politique de France Info. France Info, 20h. 23h21, Stéphane Milan pour l'essentiel et l'interpellation à Grenoble de 8 personnes soupçonnées d'appartenir à un réseau de narcotrafiquants. Certaines suspectées aussi d'actes de torture et de barbarie sur le réseau social X. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, se félicite de cette opération d'envergure. Elle a mobilisé une centaine de policiers en début de semaine, dont Jean-Louis Durel, un réseau de trafic de drogue implanté dans le quartier sensible de la ville de Grenoble. Et toujours ce violent incendie dans les Pyrénées-Orientales, 4900 hectares partout en fumée. Selon la préfecture, la situation reste sous contrôle malgré ces reprises de feu. La départementale 66 est à nouveau ouverte à la circulation. Et puis les États-Unis lancent une nouvelle frappe contre l'Iran. C'est l'armée américaine qui l'a annoncé à 22h30 heure française, après une première riposte la nuit dernière aux tirs iraniens sur 3 navires dans le détroit d'Ormuz. Le classement des 500 plus grosses fortunes professionnelles de France à présent, il a été publié aujourd'hui par le magazine Challenge et Bernard Arnault récupère la première place qu'il avait perdue l'an passé. Pas de bouleversement majeur à noter dans d'autres top 10, Raphaël Ebenstein avec toujours la présence de grands noms du capitalisme français. Il y a vraiment tout le quota presque dans les premières places. Ça a commencé donc évidemment par Bernard Arnault et sa famille, dont la fortune professionnelle s'élève, selon les calculs de Challenge, à 121 milliards d'euros, hausse de 4,5 milliards sur un an. Attention, ça ne représente pas assez de personnel, notamment l'immobilier, mais la valeur estimée des actions et des parts qu'il détient dans LVMH. Nous sommes à la hauteur de Montreuil. Du luxe, avec ses marques Louis Vuitton, Dior, Guerlain ou Givenchy. À la deuxième place du classement, les branches de la famille fondatrice d'Hermès, autre acteur emblématique du luxe, dont la fortune a toutefois fondu, comme le cours de l'action, qui a perdu 30% la Bourse de Paris depuis l'an dernier, 114 milliards au final, au lieu de 163. Les frères Alain et Gérald de
Hertémer, propriétaire de Chanel, complète le podium, mais se situe en dessous de la barre symbolique des 100 milliards. Françoise Bettencourt-Meyers, l'héritière de L'Oréal, occupe la 4e place et derrière, Rodolphe Saadé, propriétaire de l'armateur CMA-CGM, Xavier Niel de Free, les familles Dassault et Mullier, François Pinault et Emmanuel Beignet à la tête du géant agroalimentaire Lactalis, complète ce tableau. Alors, y a-t-il tout de même des petits nouveaux dans ce classement, notamment des représentants des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle? À 300 mètres. Radar fixe à 100 mètres. Utilisez les deux voies de droite pour prendre la sortie à 86. Pour OpenAI, la maison mère du célèbre ChatGPT, Arthur Mensch, Timothée Lacroix et Guillaume Land sont tout fait remarquer dans le top 20 du classement, gagnant 20 places. Continuez sur A86 pendant 2 km. 6 milliards d'euros, soit la moitié de la valorisation estimée de Mistral, entreprise qui sont créée en 2023 seulement. Mais ils sont remontés à la 14e place par un duo moins connu, deux Français installés aux États-Unis depuis une vingtaine d'années, le fondateur de Datadog, une entreprise de surveillance d'infrastructures de cloud, le réseau mondial des serveurs de stockage des données. Et puis à noter le le plus connu à la 500e et dernière place du classement, George Clooney, la star d'Hollywood, naturalisé français depuis l'an dernier. Il y apparaît au titre de sa marque de bière sans alcool Crazy Mountain, lancée avec deux associés aux États-Unis. Le monde est bloqué, bonjour Pascal Obispo. Bonjour Elodie. Vous êtes l'actualité toute cette semaine dans Le Monde, Elodie, sur France Info. Je rappelle qu'il y a quelques mois, le volume 2 est déjà sorti de ce nouvel héritage. Le volume 1 va sortir au mois d'octobre prochain. C'est exactement ça, mais c'est vrai que ça trouble les gens. Mais oui, il y a déjà des choses à dire. Il y a déjà des choses à dire. On a déjà fait réfléchir. Dites-moi tout de suite pourquoi vous faites ça. Parce que je suis un fan de George Lucas. J'ai commencé Star Wars et on n'a pas commencé par le numéro 1. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit un jour, c'est que je n'avais pas assez d'une vie pour concrétiser toutes les idées que j'ai. Dans 500 mètres, utilisez les deux voies de droite pour tourner légèrement à droite sur A86. Panneau vert Bobigny, Drancy. Votre nom, Pascal, est associé à certaines des plus grandes chansons de la variété française. Vous avez écrit et composé pour nombreux artistes. Florent Pagny, Johnny Hallyday, Zazie, Patrice Lacasse, Calogero, Natacha Saint-Pierre. Des artistes très différents, avec des univers très Utilisez les deux voies de droite pour tourner légèrement à droite sur A86. Panneau vert Bobigny, Drancy. On ne peut pas écrire pour quelqu'un si on ne connaît pas d'abord son répertoire. Si on parle juste Continuez sur A86 pendant 22 km. qui il est, donc il faut lire des choses, des biographies, des choses comme ça, ou des articles, parce que ça c'est l'autre partie, ça c'est la partie du texte. Si vous n'aimez pas qui il est, vous allez avoir du mal à dépasser le travail qui a pu être fait avant. Donc je pense qu'il faut aimer profondément les artistes. On parlait notamment de deux collaborations. La première, c'est celle avec Florent Pagny. Ça a été une évidence avec Florent dès le départ, Pascal. Florent, le truc c'est que moi j'aimais pas du tout ce qu'il faisait. D'ailleurs, j'ai vendu mon perfecto à Rennes parce qu'on m'appelait Florent. Et je ne le connaissais pas. J'écoute Clash et tout ça. J'ai remarqué ça, de me faire chier. Vous regardez avec ce mec qui fait n'importe quoi. Et donc j'écoutais pas. Et puis, je l'ai rencontré, j'ai dû faire une trentaine de chansons pour lui. Mais Radar fixe
86 du côté de Saint-Denis. Après une lésion aux adducteurs. France-Maroc, c'est demain à 22h. Match à vivre, bien sûr, en direct sur France Info. Et puis le Tour de France cycliste. Victoire aujourd'hui du néerlandais Olaf Koy lors de la 5e étape entre Lannemezan et Pau. Le maillot jaune est toujours porté par le Norvégien Torsten Tren. Demain, le chef de l'État assistera à la 6e étape du Tour dans les Hautes-Pyrénées. Julien Lambert. Merci beaucoup Thomas Bénèche. France Info. Vient terminer. Julien Lambert. L'armée américaine annonce avoir lancé ce soir de nouvelles frappes contre l'Iran pour affaiblir la capacité de Téhéran à cibler les navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz après que Donald Trump a déclaré que Washington allait frapper fort dans la nuit. Des déclarations que le président américain a fait notamment lors du sommet de l'OTAN qui s'est terminé aujourd'hui à Ankara en Turquie, sommet auquel bien sûr a assisté Emmanuel Macron qui s'est exprimé. Nous avons réussi au G7 à entamer cette reconvergence, on l'évoquait comme tel, mais Américains, Européens, Asiatiques et Canadiens parlons d'une même voix. Sur l'Ukraine, comme sur le Proche-Moyen-Orient, c'est une bonne chose. C'est-à-dire celle qui défend la souveraineté, la stabilité. Stade de France, à droite. C'est ça que nous devons défendre et c'est le sens de cette alliance. Le président de la République, Emmanuel Macron. Bonsoir, Général Jean Pellistrandi. Bonsoir. Merci d'être avec nous, rédacteur en chef de la revue Défense nationale, auteur de ce livre, Les armées françaises, paru aux éditions Que sais-je. Quel est le principal enseignement de ce sommet de l'OTAN général? Ça s'est passé beaucoup mieux qu'on l'attendait. Quand Donald Trump est arrivé, on a cessé de critiquer l'OTAN, l'OTAN n'est pas venue dans la guerre en Iran, il avait réitéré ses menaces sur le Groenland, donc on avait vraiment beaucoup d'inquiétudes face à un Donald Trump assez agressif. Et puis finalement, tout s'est bien déroulé, les résultats sont positifs, notamment avec la réaffirmation du lien transatlantique, qu'on sait quand même très fragilisé. Alors, il faudra voir bien sûr en effet. Et puis, sur l'Ukraine, Volodymyr Zelensky peut repartir là aussi content. On est à la hauteur de Saint-Denis du stade. Dans cette affaire-là, bien sûr, c'est Vladimir Poutine avec sa guerre depuis plus de 4 ans contre l'Ukraine. Pourquoi justement Volodymyr Zelensky sort gagnant? C'est l'autorisation donnée à Kiev de fabriquer des missiles. T182 est fermé. Votre itinéraire est modifié pour l'éviter. Votre nouvel itinéraire comprend également des péages. Est-ce que ça prend du temps pour autoriser l'Ukraine à fabriquer? Est-ce que ça se fait du jour au lendemain? Et non, c'est un signal positif, c'est un signal encourageant, c'est un signal envoyé à Moscou, mais dans les faits, c'est pas demain que des missiles patriotes made in Ukraine pourront être utilisés contre les missiles russes. C'est pas demain, c'est quand? Bon, il faut compter pratiquement un an. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord organiser ce transfert de licence. Donald Trump a dit qu'il n'avait même pas prévenu l'entreprise, donc il ne faut pas oublier qu'on est aussi dans le deal. Il y a quand même derrière des affaires de gros sous. Qui va payer? Les Européens, les Ukrainiens. Donc tout ça, il va falloir le mettre. Mais voilà, c'est le signal qui est envoyé. Mais très concrètement, c'est pas avant, on peut dire, un an qu'on pourrait voir les premiers missiles. Parce qu'il faut trouver une usine, il faut monter une chaîne. J'ai trouvé un itinéraire plus rapide qui vous fera gagner 8 minutes. Mais il y aura également... Ça prend du temps. Alors, de ce que je comprends, c'est
missiles, dont le missile franco-italien Samté. Voilà, mais la problématique, c'est que les stocks européens de patriotes et américains ont été épuisés par la guerre en Iran. Donc la priorité pour Donald Trump, c'est de reconstituer à juste titre les stocks américains, d'où la proposition effectivement de fabrication sous licence, parce que ça permet d'éviter de ponctionner sur la production américaine. Mais là encore, voilà, c'est vraiment un créneau qui est très symbolique, mais un message clairement envoyé à Moscou. Alors, quelles conséquences, avant d'avoir la traduction sur le terrain, évidemment, des effets de ces missiles patriotes fabriqués directement en Ukraine, notamment pour lutter contre les récentes dernières attaques de la Russie qui ont été très meurtrières? Qu'est-ce que ce message envoie aux Russes? Trump, manifestement, soutient désormais Volodymyr Zelensky. Il a dû comprendre qu'avec Vladimir Poutine, c'était une impasse, qu'il fallait obliger Vladimir Poutine à venir en table de négociation, mais pas selon les conditions que Vladimir Poutine voulait imposer. On est très loin de l'esprit qui avait... Comment on est passé d'Anchorage et la rencontre Donald Trump, Vladimir Poutine ensemble, avec ces images qu'on a tous en tête en Alaska, à ça aujourd'hui? Alors je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Le premier, ce sont les Ukrainiens eux-mêmes. Les Ukrainiens qui ont démontré, y compris durant l'hiver dernier, qui était extrêmement difficile avec les frappes qui les ont privés d'énergie, de chauffage, ils ont été capables... À gauche, il y a un accident. Ensuite, ils démontrent non seulement une tienne, mais qu'ils sont capables de reprendre l'initiative. Donc, militairement, ce ne sont plus des losers, je prends le terme que Donald Trump aime bien, ce sont plutôt des winners. Donc, de l'autre côté, on a une Russie qui est incapable de parler autre chose que de la guerre. Et puis, il y a aussi élément très important, c'est que les Européens ont démontré leur unité derrière Volodymyr Zelensky. Là aussi, c'est important. Et ils ont démontré à Donald Trump qu'ils augmentaient leur budget de défense, qu'ils étaient conscients des enjeux. Donc, cette mayonnaise, en quelque sorte, cette salade macédonienne, en quelque sorte, a fonctionné. Et donc, oui, il y a un changement de ton de la part de l'administration Trump. Et puis, il y a aussi le fait que le conflit en Iran est quand même assez compliqué à gérer, et que Donald Trump, c'est qu'il a aussi besoin des Européens. Alors justement, on va parler maintenant de ce qui se passe en Iran, parce que depuis 2 jours, il y a un regain de tension. Il y a eu de nouveau des frappes assez violentes des États-Unis en Iran. Que se passe-t-il? Les marchés ont mal réagi. D'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle Donald Trump a mis un peu d'eau dans son vin ces derniers temps, en disant que ça allait bientôt s'arrêter. Néanmoins, est-ce qu'il faut s'inquiéter tout de même de ce regain de tension? Oui, dans la mesure où il traduit une provocation de la part des Iraniens. En fait, il faut bien comprendre que certes, les Iraniens sont... Normalement, demain, ils terminent la séquence des obsèques de l'ancien guide suprême, Ali Khamenei, mais en attaquant en 24 heures 3 bâtiments de commerce importants, dont un métallique qatari. Ça, il faut reconnaître que c'est de la provocation. Le Qatar, qui s'est efforcé d'être l'intermédiaire entre les États-Unis et Téhéran, et qui voit un de ses bateaux exporter du gaz qatari se faire tirer dessus par les Iraniens, excusez-moi, ils l'ont mauvaise. Donc les trois attaques de bateaux justifient pleinement la riposte américaine. Mais pourquoi les Iraniens ont fait ça? Alors, je pense qu'il y a aussi derrière des luttes de pouvoir au sein du régime iranien. Il y a d'un côté, on va dire, les pragmatiques qui pensent qu'il faut négocier, qu'il faut essayer de sortir de l'impasse, parce que l'Iran a besoin de restaurer son économie, et puis elle est dure parmi les gardiens de la révolution qui, eux, pensent qu'ils ont gagné et donc qu'ils n'ont aucune concession à faire. Donc on peut penser que derrière ces frappes, il y a cette confrontation. Donc il va falloir observer ce qui va se passer dans les peut-être cette nuit ou les jours à venir, notamment avec, une fois qu'ils auront enterré définitivement le guide suprême à Mashhad, pourront passer à une autre phase. Donc on va voir, donc, les jours qui vont venir vont être très significatifs de l'évolution, soit vers des négociations sérieuses de la part des Iraniens, ou en fait la poursuite
de vouloir gagner du temps et de poursuivre les provocations. Alors que va-t-il se passer? À quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours? Est-ce que c'était juste une poussée de fièvre et est-ce que tout cela va retomber? Alors là aussi, est-ce que cette nuit, on a vu les déclarations de Pete Hegseth, le secrétaire d'État à la guerre, disant que cette nuit ils allaient frapper, ce qu'a dit Donald Trump. Bon, il y a ce qui a été dit, donc sachant qu'ils étaient tous à Ankara. Et est-ce que cette nuit, il va y avoir une action américaine violente? Est-ce que, entre-temps, il y a eu des discussions, on sait qu'il y a eu des contacts entre les Qataris et les Iraniens. Voilà, donc incertitude complète. En quelque sorte, il va falloir passer la nuit et on va voir ce qui va se passer d'ici la fin de la semaine. Donald Trump a quand même précisé à l'issue du sommet de l'OTAN que les nouveaux affrontements prendront fin très rapidement. Il a assuré que la guerre ne va pas recommencer. Ils ont frappé quelques navires, donc on les a frappés beaucoup plus fort, mais nous n'avons pas l'intention de continuer sur le long terme. Ça, c'est la réalité ou c'est d'abord une élection? C'est quand même la réalité. Pourquoi? Parce qu'il sait que son opinion publique est très hostile à la reprise d'une guerre de haute intensité comme on la connaît à partir du 28 février. Donc il faut quand même marquer le coup, pousser les Iraniens à vraiment négocier, tout en évitant une escalade qui serait très préjudiciable. On l'a vu, ne serait-ce que par le fait que le prix du baril aujourd'hui a pris, je crois, 6 à 7% d'un seul coup. Et ça a forcément un impact pour le prix du gallon de l'électeur du Texas. Donc Donald Trump est pris entre effectivement son opinion publique hostile à la guerre, mais le fait qu'il faut quand même qu'il marque le coup vis-à-vis des Iraniens. Est-ce que vous diriez, ce sera ma dernière question, général Jérôme Pellistrandi, que tout est oublié désormais, qu'à l'issue de ce sommet de l'OTAN, Donald Trump a enterré ses griefs, notamment contre les pays de l'OTAN qui n'étaient pas intervenus dans sa guerre contre l'Iran? Il y a eu l'histoire du Groenland. Est-ce que on va repartir sur de bonnes bases? Il faut l'espérer, c'est ce qu'a dit d'ailleurs le président français Emmanuel Macron à l'issue de ce sommet. Il faut souligner finalement qu'il y a 2 sommets consécutifs, le sommet du G7 à Évian le mois dernier, puis ce sommet de l'OTAN finalement qui se sont bien déroulés. C'est positif, il faut continuer là-dedans et puis à la hauteur de Nantes. On va rentrer, y compris aux États-Unis, dans la période des vacances. C'est pas forcément le meilleur moment pour relancer des polémiques. Et puis il y a le fait que les grandes échéances de Donald Trump sont passées. Le 4 juillet, le 250 ans des États-Unis. Bon, il y aura certes la finale du mondial, mais bon, il n'y a plus d'équipe américaine. Mais il doit remettre la coupe. Il devra remettre la coupe. Bon, alors peut-être soit Emmanuel Macron, soit Javier Milei vont prendre l'Argentine. Bon, en tout état de cause, il a une échéance maintenant, c'est les élections de midterms au mois de novembre. Les élections de mi-mandat. Merci beaucoup. Général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, votre dernier livre, un tout petit guide mais très complet, très intéressant, Les armes françaises, paru aux éditions Que sais-je. France Info, 23h46, l'essentiel avec Thomas Bénèche et l'armée américaine qui cible à nouveau l'Iran ce soir. Oui, le but, affaiblir la capacité de Téhéran à cibler des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. À l'instant, Donald Trump menace les Iraniens de frapper bien pire si Téhéran continue ses attaques. Un violent incendie toujours en cours dans l'Inde et désormais plus de 1000 hectares ont été parcourus en quelques heures par les flammes. La tête de feu est fixée, mais il progresse encore sur les flancs. Le gouvernement présente demain au Conseil des ministres un projet de loi sur la cohésion républicaine destiné à renforcer la lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Le texte prévoit notamment de durcir les sanctions contre les auteurs de faits racistes ou antisémites et d'étendre les moyens de lutte contre les contenus haineux en ligne. La Cour de cassation rendra son arrêt au plus tard début avril 2027 contre le pourvoi en cassation de Marine Le Pen, après sa condamnation hier en appel dans l'affaire du assistant d'eurodéputé du FN. Un calendrier possible dévoilé aujourd'hui par la plus haute juridiction. Ce calendrier peut évoluer en fonction de facteurs extérieurs tels que le nombre de mémoires qui seront déposées par les avocats. Coupe du Monde 2026. Soirée spéciale sur France Info, demain dès 20h et jusqu'au bout de la nuit pour ce quart de finale de
Coupe du Monde Voilà, entre la 14 France fermé. et le Maroc. On joue bien sûr une place dans le dernier carré de cette Coupe du Monde. Julien Froment, Xavier Montferrand, vous étiez tout à l'heure sur la route pour rejoindre le camp d'entraînement de l'équipe de France de football. Vous êtes donc arrivé sur place, je l'espère. Vous et l'entraînement des Bleus se poursuit. Est-ce qu'il y a des informations à retenir de cet entraînement? Peut-être d'abord la présence ou non d'Aurélien Tchouameni. Oui, il y a Aurélien Tchouameni, en effet, l'entraînement a débuté, il y avait un petit peu de retard, comme il est coutume, les entraînements de l'équipe de France, alors qu'il y a des centaines de journalistes présents, en gros, Signal GPS disponible. Recherche satellite. voilà, c'est vous dire la présence de masse de journalistes nationaux et internationaux pour assister à ce quart d'heure d'entraînement. Xavier est en train de pomper. C'est pas évident. Avec ses pouvoirs, les 26 joueurs. En tout cas, on peut vous assurer qu'Aurélien Tchouameni est là, on l'a vu. Signal GPS Arrivé à l'entraînement et normalement tous les joueurs de l'équipe de France sont présents. Alors Aurélien Tchouameni est là, mais c'est pas pour autant qu'il va débuter ou jouer face au Maroc. Didier Deschamps l'a assuré, il va mieux, il fera peut-être l'entraînement. Là, on peut pas vous dire s'il fera l'entraînement collectif ou pas, parce que là, pour tout vous dire, ils sont en train de s'échanger les ballons avec la main. C'est pas vraiment du football. Il faut bien l'expliquer parce que il veut nous en montrer le moins pour ce quart d'heure ouvert. Quart d'heure, on le rappelle, obligatoire à la FIFA, mais voilà, les joueurs sont là en train de commencer leur activation et leur réchauffement avant de passer aux choses sérieuses quand toute la salle entre guillemets sera vidée, que tous les journalistes seront invités à quitter ce... Ce qui est intéressant, pardon, je vous interromps Julien, ce qui est intéressant c'est que Aurélien Tchouameni a des crampons. Ouais, ça veut dire que c'est basket, ça veut dire qu'il va participer à la séance avec le reste des joueurs. Ouais, il fait des appuis, il a l'air d'être assez en jambes, mais ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ouais, effectivement. Tout le monde est en crampon d'ailleurs, je regarde, ça c'est un petit détail qui est important quand même. Tout le monde est en crampon, pas de joueurs en basket, donc tout le monde va faire la séance. Ouais, ça c'est une très bonne nouvelle, parce qu'on le rappelle, Manu Koné, qui est donc le présupposé pour remplacer Aurélien Tchouameni dans notre jeu face au Maroc, a un carton jaune et sous le coup d'un avertissement. Et en cas bien évidemment de nouvel avertissement face aux Marocains, et bien s'il y a éventuellement une demi-finale pour les Bleus, il serait suspendu. Donc ça permettrait quand même à Didier Deschamps de garder entre guillemets Manu Koné peut-être un peu au frais sur le banc si Aurélien Tchouameni pouvait reprendre sa place. Après il faut voir, là il a l'air d'aller bien, mais il faut voir avec un peu plus d'intensité de voir si ça peut tenir pour le milieu de terrain du Real Madrid qui a coupé précédent match face au Paragon, je rappelle, pour une douleur au niveau des ischio-jambiers, alors que là voilà les joueurs sont en train de faire un petit footing, petite activation pour se mettre dans le bain avant que cet entraînement rentre dans le vif du sujet. J'ai l'impression qu'il y a tout le monde, mais c'est pas... Je peux pas vous garantir tout à fait pour l'instant. C'est pas évident. Là, je suis un peu perdu. Des chasubles différentes déjà dès le début de l'entraînement, donc c'est un peu compliqué, mais a priori j'ai l'impression que tout le monde est là. Messieurs, regardez en fond qui sont là. Bon, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. On va rappeler qu'il y a 3 cartons jaunes, vous l'avez dit, pour Manu Koné, pour Bradley Barcola et bien sûr pour Michael Olise. 3 cartons jaunes reçus contre le Paraguay qui pourrait avoir une incidence en cas de qualification évidemment des Bleus pour la demi-finale. J'aimerais juste un mot, parce qu'on parle beaucoup évidemment de l'équipe de France, évoquer un petit peu cette équipe du Maroc avec vous, si vous le voulez bien. Julien Froment, Xavier Montferrand, comment les Marocains abordent ce quart de finale face à la France? Je sais qu'en général, on n'a pas le droit de parler de revanche, parce que c'est, comme le dit Didier Deschamps, chaque match a son histoire. J'ai bien retenu la leçon, donc ce qui s'est passé il y a 4 ans, c'était il y a 4 ans. Mais est-ce qu'ils abordent ce match avec peut-être davantage de confiance? Comment se sont-ils préparés pour jouer les Bleus? Alors
Pour être tout à fait honnête, Julien, la conférence de presse des Marocains n'a pas encore eu lieu. Elle va être effective d'ici normalement moins 2 heures, parce que c'est en décalé bien évidemment. Les conférences de presse, mais cette équipe marocaine bien évidemment a pris la confiance par rapport à 2022. Depuis la dernière demi-finale au Qatar, entre-temps, elle a atteint la finale de la CAN avec ce scénario totalement ubuesque que vous avez vécu sur place. Elle a continué tout droit sur A86. Progressé, Didier Deschamps l'a dit en conférence de presse, c'est une équipe qui vraiment a gardé les qualités qu'elle avait déjà il y a 4 ans. Et c'est une équipe qui est composée quand même aux 3 quarts de joueurs formés en France ou qui sont passés par le championnat français. C'est que des... Continuez tout droit sur A86. Signal GPS des recherche. Joué notamment avec pas mal de joueurs de l'équipe de France. Continuez sur A86 pendant 5 km. Jusqu'au dernier moment, aurait pu porter le maillot et finalement dans 150 mètres, utilisez la voie de gauche pour tourner légèrement à gauche vers côte de la Jonchère, D173. Utilisez la voie de gauche pour tourner légèrement à gauche vers côte de la Jonchère, D173. Puis utilisez la voie de gauche pour tourner à droite vers côte de la Jonchère, D173. C'est un match comme les autres, voilà. Utilisez la voie de gauche pour tourner à droite, puis prendre à gauche sur côte de la Jonchère. Kylian Mbappé, mais ils ont un peu botté en touche en disant que c'était personnel, que ça leur rapportait peu, voilà, qu'ils étaient focalisés sur le match, mais que c'était pas une finale, qu'ils avaient bien conscience que c'était qu'un quart de finale. Ils veulent pas se mettre la pression et ils veulent aller au bout aussi les Marocains. Donc voilà un peu l'état d'esprit du Maroc, même si on en saura plus évidemment avec la conférence de presse ce soir pour vous cette nuit. Après, Julien, il y a C'est quand même un quart de finale. Bah oui, quand même, malgré tout. Oui, mais il y a eu... Prendre à gauche sur côte de la Jonchère, D173, panneau vers Rueil, puis prendre à gauche sur avenue Napoléon Bonaparte, D913. Continuez pendant 5 km. On est sur un D913, direction Versailles. Radar mobile à 100 mètres. A14 était fermé. Donc là on est, je sais pas, rue Malmaison, je sais pas trop. A14 était fermé et la A86, on ne pouvait plus la prendre à ce niveau-là parce qu'elle était interdite au camion. La hauteur est trop petite.
ticket à 13 euros. Radar fixe à 5
Saint-Germain-en-Laye. Restez sur la voie de gauche pour continuer sur rue du Président Roosevelt. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la première sortie et continuer sur rue du Président Roosevelt. Au rond-point, prendre route de Mantes, puis prendre à droite sur rue du Président Roosevelt. Prendre à droite sur rue du Président Roosevelt. Dans 150 mètres, au rond-point, prendre la première sortie et continuer sur rue du Président Roosevelt. Nous sommes à Chambourcy. Continuez pendant 1 kilomètre.